d'un cofondateur du mouvement français du planning familial. Donc il est franc-maçon, il a écrit son livre au titre de franc-maçon, et en 1973, il a fondé l'Institut de formation, de recherche et d'études sur la sexualité et le planning familial. Vous voyez, il forme toujours des tas d'autres groupes. Il se réfère dans son livre à un ordre maçonnique, à une tradition maçonnique. Il constate un conflit entre deux conceptions du monde. L'une qui est scientifico-maçonnique, bien sûr qu'il faut faire triompher selon lui, et l'autre d'inspiration chrétienne et que la science rendrait périmée. Aussi, il appelle sans cesse, donc lui et les francs-maçons, à un changement radical, à des conceptions nouvelles sur la vie, la nature, la morale, la famille. Et c'est lui qui a cette superbe phrase, il dit que la vie n'est plus un don de Dieu, mais un matériau qui se gère. En effet, dans l'état actuel de délabrement de notre pays et de notre civilisation, évidemment, vous le savez, délabrement moral, délabrement religieux et délabrement matériel d'ailleurs, nous sommes conscients actuellement du rôle essentiel que doit jouer la famille, qui est la cellule vitale de notre société, lieu d'épanouissement naturel des individus qui la composent. Or, si nous savons que la famille est le nerf de la guerre, figurez-vous que les révolutionnaires, eux aussi, l'ont très bien compris. Et pour transformer notre société, pour entraîner à la ruine notre civilisation occidentale et chrétienne tout entière, ils se sont acharnés insidieusement contre la famille, et particulièrement ils se sont attaqués à la femme. La femme est devenue vraiment l'enjeu de toutes les manipulations. En effet, elle est l'enjeu de la contraception, de l'avortement, des fécondations artificielles, etc. Bien sûr, tout cela sous couvert de libération. En effet, on libère la femme, ou on prétend la libérer, de sa fécondité naturelle, et c'est le problème de la contraception, du produit de sa fécondité, et c'est l'avortement, et des obstacles à sa fécondité naturelle ou à celle du couple, et c'est la fécondation artificielle, etc. Donc tout est pris en charge actuellement par la science et la loi, et non pas la morale, transformant la femme, le couple et l'enfant en matériaux qui se gèrent. J'en reparlerai tout à l'heure. Cette phrase n'est pas de moi, mais du docteur Simon, dont nous parlons tout à l'heure, grand maître de la Grande Loge de France et gynécologue accoucheur. Donc le but de tout cela est manifestement révolutionnaire, d'où le titre « Révolution contraceptive ». Deux petites citations. Une première, conclusion du colloque de la presse en 1973 à Royaumont. Ce que nous voulons, c'est détruire la civilisation judéo-chrétienne. Pour cela, il faut l'attaquer dans son maillon le plus faible. Son maillon le plus faible, c'est l'enfant qui n'est pas encore né, donc nous sommes pour l'avortement. Deuxième citation, extraite d'un dossier publié en juin 1978, donc entre la loi provisoire et la loi définitive de l'avortement, par le mouvement MFPF, Mouvement français du planning familial. Nous militons pour la contraception et pour l'interruption volontaire de grossesse, ni par malthusianisme, ni pour améliorer l'état sanitaire de la population. Nous faisons le pari de croire qu'une femme ou qu'un homme qui peut modifier son comportement sur cet aspect essentiel de la vie pourra, dans d'autres domaines, contester des comportements et des situations traditionnelles. Moi, je trouve cette citation du planning familial extrêmement éclairante. C'est une parmi bien d'autres, mais il faut bien choisir. Donc, cet important facteur de régression est passé par la révolution contraceptive et les campagnes d'opinion mondiale contre la natalité qui ont vraiment fait de l'enfant l'ennemi public numéro 1. Comment cela s'est-il passé ? À partir de 1960 environ, il y a eu une gigantesque campagne antinataliste, orchestrée dans le monde entier par certaines organisations, en tête desquelles se trouve la fondation Rockefeller, dont vous avez tous entendu parler. Elle réunit un immense pouvoir financier et politique, et son émanation en France est le planning familial, qui lui a été créé en 1956 pour propager la contraception.
Alors en France, bien sûr, les pouvoirs publics complices ont accepté cette campagne orchestrée à travers les médias, la presse, les journaux féminins, la radio, la télévision, etc., dont ils ne se cachaient même pas, car j'ai souvenir d'avoir été à des journées de gynécologie, endocrinologie dans les années 67, donc vers la fin de mes études, à Paris, à l'hôpital Necker, 3 ans de suite, je me souviens. Et là, je peux vous dire que les gynécologues, membres du planning familial, se croyant d'ailleurs sûrs de leur fait et se pensant entre eux, nous expliquaient exactement les campagnes qu'ils allaient faire, dans quels journaux ils faisaient passer leurs messages, comment ils s'y prenaient. Et bien sûr, ils étaient sûrs de leur fait puisqu'ils avaient tous les pouvoirs, y compris le pouvoir de l'argent. Donc je me souviens très bien de Jean Cohen, dont je vais vous citer une citation dans quelques instants, vantant les charmes de la contraception et en disant « Vous, gynécologues, bien sûr, vous allez nous aider », ne pensant pas que dans le lot, il y en avait qui n'avaient aucune envie de les aider. Donc toutes ces campagnes ont dénoncé les dangers d'une surpopulation mondiale imminente et catastrophique, matraquage systématique, rabâchage continu de la contraception et de l'avortement. Et ce fameux Jean Cohen, nous a, actuellement je crois à la clinique Marignan à Paris, dans un article en 91 qui était cité par le journal Impact Médecin, redit actuellement encore, notre stratégie s'est révélée payante. Nous n'avons pas attendu que l'université assure la promotion en France de la contraception. Pendant la décennie 70, nous avons créé des journaux, organisé des rencontres, des congrès, répondu aux invitations des médias, installé le débat sur la place publique. Et sa citation, elle est vraie car je l'ai vécue. Autre citation du professeur Soutoul, ancien bordelais, qui ensuite a eu le service de gynécologie obstétrique à Tours et qui avait écrit un livre sur bilan d'une loi avortement en 2. Il a écrit ce livre donc en 77. Dans notre pays, il est burlesque, il n'était pas trop pour l'avortement. Dans notre pays, il est burlesque de constater que des marxistes ont eu un rôle actif dans les sections Rockefeller locales, c'est-à-dire les centres de planning familial, qui sont donc les émanations d'une des plus grandes forces capitalistes du monde. Cette collaboration de l'électorat de gauche avec le symbole même du supercapitalisme américain a sans doute une signification et surtout un but prévisible, visant à l'affaiblissement de la civilisation dite bourgeoise. Alors, je vous recommande, si vous l'avez, mais les gens qui l'ont sont bien rares, un livre extraordinaire qui s'appelle « Les étapes maçonniques d'une... » Non, un livre qui s'appelle « De la vie avant toute chose ». Ce livre est le livre du docteur Pierre Simon, gynécologue accoucheur, donc mon collègue, ancien grand maître par 2 fois, je crois, de la Grande Loge de France, qui a écrit un livre pour expliquer tous les objectifs et tous les buts, tant de la franc-maçonnerie dont je vais parler tout à l'heure, que du planning familial qui est très intriqué avec eux. On ne trouve plus ce livre qui était publié aux éditions Mazarine en 1979. Il a été retiré presque aussitôt du commerce. Mais il y a une étude qui a été fort bien faite par M. Arnaud de Lassus, que l'on peut trouver à l'Action familiale et scolaire. Et cette étude est une petite plaquette courte et facile à lire, qui s'appelle « Les étapes maçonniques d'une politique de la mort » à propos du livre de Pierre Simon. Alors là, on trouve notamment dans cette étude un petit peu comment s'est organisé le planning. Alors l'objectif du planning est d'inscrire le combat pour la libération sexuelle dans un combat de libération sociale et de changement de société. Donc on a parlé de ce livre. Là aussi, les francs-maçons, ne croyez pas qu'ils ont disparu, loin de là. Tout le monde sait très bien qu'ils sont très puissants. D'ailleurs, il faut dire que Pierre Simon est un des cofondateurs du mouvement français du planning familial. Donc il est franc-maçon, il a écrit son livre au titre de franc-maçon, mais il est du planning. Et en 1973,
il a fondé l'Institut de formation, de recherche et d'études sur la sexualité et le planning familial. Vous voyez, il forme toujours des tas d'autres groupes. Il se réfère dans son livre à un ordre maçonnique, à une tradition maçonnique. Il constate un conflit entre deux conceptions du monde. L'une qui est scientifico-maçonnique, bien sûr qu'il faut faire triompher selon lui, et l'autre d'inspiration chrétienne et que la science rendrait périmée. Aussi, il appelle sans cesse, donc lui et les francs-maçons, à un changement radical, à des conceptions nouvelles sur la vie, la nature, la morale, la famille. Et c'est lui qui a cette superbe phrase, il dit que la vie n'est plus un don de Dieu, mais un matériau qui se gère. Alors, comment doit-on gérer ce matériel ou ce matériau ? Eh bien, en tenant compte des relations, de l'épanouissement, des possibilités d'insertion dans la communauté humaine, et bien sûr des êtres vivants qu'il s'agit de gérer. La société, selon lui, se réorganise avec la réduction du temps de travail. Là, je le cite, j'ai quelques citations parce que vraiment, quand même, il faut les entendre. Première citation, « La sexualité et l'érotisme exigeant du temps libre. Ce temps sera dévolu à chacun. Le bonheur sera sans Marx et sans Jésus. Le mariage deviendra une commodité sociale. Son problème, ne pas empiéter sur la vie sexuelle. Au géniteur succédera l'amant. » Donc, de nouvelles techniques contraceptives et abortives vont inéluctablement devoir être mises au service de ce bonheur. Et de même, pour la fécondité, avec l'insémination artificielle, on disposera de la procréation sans l'acte sexuel, à l'inverse de la contraception où c'était l'acte sexuel sans la procréation. Tout se gère. Autre citation, enfin la suite. D'un côté, le couple affectif et sexuel, la femme procréatrice, l'homme non géniteur. Non géniteur. De l'autre, la société médiatisée par le médecin, qui rapproche la demande d'enfants d'une disponibilité de semences anonymes, contrôlées et gouvernées par la banque du sperme. C'est en un sens la société tout entière qui féconde le couple. C'est l'optique de ceux qui font passer la révolution contraceptive. Les lois vont toutes dans ce sens, et vous savez que les lois de la bioéthique dont nous ne parlerons pas ce soir vont exactement dans le même sens. C'est la suite. Résultat, encore une citation, la sexualité sera dissociée de la procréation et la procréation de la paternité. C'est tout le concept de famille qui est en train de basculer ici. Le père n'est plus le géniteur, mais celui qui élève l'enfant. Donc, bien sûr, le père élève l'enfant sous la gouverne de l'État qui va quand même se charger de s'immiscer dans la famille et de se substituer à la puissance paternelle défaillante. Vous voyez qu'avec la force et l'impact que l'on connaît tant au planning qu'à la franc-maçonnerie, nous ne sommes quand même pas sortis des problèmes. Alors la méthode d'action sociale et politique de la franc-maçonnerie, elle est très au point, et les faits ont prouvé son efficacité. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils le disent là aussi, ils expliquent comment ils font. Alors ils expliquent. Au départ, il faut disposer d'une bonne étude et d'une bonne équipe, comme dans les loges. Puis, il faut orienter l'action. Alors, procéder par évolution et non par révolution. Donc, des transformations et des mutations progressives et successives pour que les gens s'habituent. Inscrire dans le champ du réel, c'est-à-dire dans les revendications populaires, ce que la loi rejette. Et une fois un certain consensus obtenu, on nous parle toujours du consensus, en partie à l'aide de forces contestataires, on fait récupérer par l'État ce qui jusqu'ici apparaissait comme une thèse contestataire. Pour ce faire, les instruments de l'action sont les militants, les réseaux d'appui plus larges, comme le planning familial qui s'étend au-delà de la franc-maçonnerie, et l'argent. Bien sûr, il faut associer deux choses très importantes.
le viscéral, qu'il faut associer aux scientifiques pour obtenir le soutien populaire, et surtout, disent-ils, ne pas négliger les théologiens. Donc, action puissante et décisive des loges qui sont des véritables laboratoires de pensée. Il faut quand même souligner que la base d'infiltration privilégiée de la franc-maçonnerie est essentiellement le Parti socialiste et ses alliés, objectifs ou honteux, comme les centristes. D'où, en conséquence de tout ce que nous venons de dire, création et multiplication d'associations plus ou moins artificielles, toutes de la même inspiration et coloration philosophique, chargées d'occuper le terrain, de changer les mentalités et d'exercer une pression continuelle sur les médias et le monde politique. D'où le noyautage d'institutions et d'associations existantes. Par exemple, dans le domaine qui nous concerne, eh bien, noyautage du Conseil de l'ordre, des médecins, noyautage des comités d'éthique, noyautage de l'Académie de médecine. Quand je vous parle du noyautage du Conseil de l'ordre, je sais de quoi je parle. Nous venons d'avoir connaissance, j'ai eu connaissance parce que j'étais membre autrefois du Conseil de l'ordre, du nouveau code de déontologie qui va être remanié, puisque notre code est relativement remanié souvent, tous les 4 ou 5 ans, pour le conformer à la loi. Le travail est ici remarquable, nous sommes en train d'analyser ce texte. Il y a de 92 articles, il s'est passé à 115 articles, tous remis dans le plus grand et savant désordre, pour préparer la mise en place de toutes les lois de bioéthique. Faut-il qu'il soit sûr que les lois bioéthiques vont passer pour avoir déjà déposé devant les instances administratives le projet du code de déontologie qui n'a plus qu'à être approuvé par le ministère de la Santé et par le Conseil d'État, et qui sera ensuite automatiquement et obligatoirement appliqué par les médecins, puisque c'est notre code non seulement de morale, entre guillemets, mais qu'il fait force de loi pour nous. Nous sommes obligés d'appliquer le code de déontologie. Et là-dedans, il y a tout. Il y a les lois de la bioéthique, il y a l'euthanasie, c'est-à-dire il y a la porte ouverte à toutes ces lois. Il est évident qu'il y a eu des infiltrations. On s'en doutait déjà depuis un moment. Les comités d'éthique, c'est exactement pareil. Ils ont été complètement imprégnés et complètement noyautés. L'Académie de médecine, vous savez que le professeur Lejeune n'a jamais été membre de l'Académie de médecine parce qu'on le refuse partout. Il aurait même dû avoir également, par exemple, le prix Nobel. Ça a même été écrit dans un Science et Vie l'an dernier. Et on a dit, il n'a pas. Science et Vie étant un journal scientifique. Et il a été dit dans cet article, il n'a pas eu le prix Nobel à cause de ses idées pour le respect de la vie. C'est donc une mafia internationale. Contrôle des moyens de presse, de télévision, par exemple Le Monde et Le Figaro, ont été tous les deux favorables à l'avortement au moment de la loi Veil en 1975, ce qui d'ailleurs dans Le Figaro avait, paraît-il, apporté un certain nombre de remous, parce que tous les gens n'étaient pas pour. Le Monde avait d'ailleurs contribué à une corruption des intellectuels français depuis 20 ou 30 ans d'une façon importante. Action dans les milieux scolaires, par exemple grâce à l'information sexuelle tout à fait orientée, aux campagnes de lutte contre le sida qui comme ça permettent de faire rentrer encore plus la sexualité déformée à l'école. Intimidation intellectuelle et médiatique des adversaires.